Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plot Twist. Ici vous êtes dans un petit épisode hors série. Je vais vous faire le résumé de Conjuration tome 1 de Bleu Guillou, qui a été pour moi un coup de cœur absolu et j'ai tout autant adoré le tome 2. Donc je sais, vous vous dites que vous avez absolument envie de le lire, mais vous vous souvenez plus bien de tout ce qui s'est passé dans le tome 1. Mais je suis là pour vous le rappeler. C'est parti pour le résumé. Prologue. Livia et son frère Amadeo assistent à l'invasion de leur pays, Cartadast, par l'empereur de Urbs. Leur palais est mis à sang, et leur père est décapité en place publique par un dévoratori, un mage au service de l'empereur. Leur pays devient une province de Urbs, et les deux frères et sœurs, en tant qu'otages de l'Empire, sont séparés. Livia rejoint la capitale, et Amadeo devient un soldat. Acte 1. Bien des années plus tard, Livia, adulte, mène sa vie au palais impérial. Petit jeu des 7 familles pour se rafraîchir la mémoire, je demande à la grand-mère, Antonia. Froide et autoritaire, c'est une vraie politicienne, dévouée à sa famille, qui tire encore de nombreuses ficelles de l'Empire en coulisses. Le père, Germanicus, empereur les 20 premières pages avant de succomber d'une maladie aussi foudroyante que suspecte. La mère, Julia, est une femme réservée, agoraphobe, qui aime les chiffres et tient les finances de l'Empire d'une main de maître. La sœur, Agrippine, est l'aînée. Héritière du trône, elle a l'autorité naturelle de sa grand-mère et une grande force de caractère. Dommage pour le peuple de Urbs, elle est également cruelle, à tendance paranoïaque et considère les otages des pays conquis, tels que Livia, comme des êtres inférieurs. L'un de ses jeux préférés lorsqu'elle était petite était de torturer Livia du matin au soir et puis de recommencer. Le frère, Caius, est un agneau au milieu des loups. D'un naturel doux et juste, il dégage un charisme certain. Petit chouchou du peuple, sa sœur voit en lui une menace pour son règne. Homosexuel dans un pays qui ne reconnaît pas de telles relations, il s'est engagé à épouser Livia, qui est devenue son amie puisqu'elle a grandi avec sa famille au palais. Ils sont tous deux conscients que c'est un mariage arrangeant, pour lui sa liberté d'aimer qui il veut, et pour elle l'accès au pouvoir, revanche suprême pour une otage de l'Empire. De son côté, Livia mène une relation pseudo-secrète avec Cassius, le préfet de prétoire de Caius. Si nos deux tourtereaux ne font pas d'efforts pour cacher leur relation, ils sont très doués pour cacher leurs véritables secrets, comme assassiner Agrippine à l'aide de robes teintées d'arsenic. Le but de Livia est de supprimer l'héritière du trône, qui a tout du futur despote, pour 2 raisons. La première, elle rêve de prendre sa revanche sur ses années d'humiliation en tant qu'otage. Et la seconde, moins égoïste, est de mettre Caius sur le trône, car il ferait un excellent empereur. Son quotidien est ponctué de sorties en ville avec ses 3 protégés, Xenia, Boudica et Taranis, des enfants otages de l'Empire comme elle, de visites d'écuries avec Caius et Cassius, et d'attentes patientes que l'arsenic se répande dans le corps de sa future belle-sœur. À la mort de Germanicus, l'empereur, tout se précipite. L'assassinat est bien sûr suspecté, mais l'on ne trouve aucune preuve. Agrippine, qui déteste Livia du bout de ses cheveux jusqu'à ses orteils, tente de la virer lors des obsèques, et soudain tout explose. Les dévoratori ont usé de leur magie pour protéger la famille impériale et quelques sénateurs, mais dehors, le chaos est total. Caius choisit de rester pour aider les blessés, épaulé par Cassius et Livia, tandis que le reste de la famille impériale part se mettre à l'abri au palais. Les pertes sont grandes et les accusations sont nombreuses. Agrippine suspecte Livia et Caius. Antonia incrimine Sarmatia, le seul territoire libre de la péninsule. Et enfin les sénateurs accusent les républicains. L'angoisse monte au palais, et malgré la mort déjà suspecte de l'empereur Germanicus, mais dont Livia n'est pas coupable, Cassius et Livia décident de poursuivre l'empoisonnement des robes d'Agrippine. Alors que Livia est dans la chambre d'Agrippine pour déposer ses fameuses robes empoisonnées, des domestiques entrent. Elle se camoufle dans le placard, mais est découverte par Fausta, une servante. Fort heureusement, et à sa grande surprise, cette dernière ne la dénonce pas. Agrippine, qui craint que Caius et Livia ne tentent d'usurper son trône, impose des conditions à leur mariage, qui avait été accepté par feu l'empereur Germanicus, mais qui n'a pas encore été célébré. Première condition, Livia et Caius devront inviter la mère de Livia, Juliana, à leur mariage. Une femme charmante, qui a renié sa propre fille et qui continue de diriger dans l'ombre ce que fut Cartadast et qui est devenue une province de l'Empire. Farouchement opposée à la famille impériale, elle ne se cache pas d'être une ennemie de la couronne, et Agrippine espère la remettre à sa place en la forçant à assister au mariage de sa fille avec Caius. La seconde condition est que les époux n'assistent pas à son couronnement, et la troisième, le pire, est de les contraindre à vivre à Cartadast afin de les éloigner de la capitale. Caius est démoralisé d'apprendre que sa sœur n'a pas 1 gramme de confiance en lui, alors qu'entre nous, il n'a rien fait pour le mériter, et Livia est dégoûtée parce qu'elle va devoir trouver une façon d'assassiner Agrippine à distance. Nos 2 héros n'ont pas le choix d'obtempérer. Puisqu'ils n'ont pas le droit d'assister au couronnement d'Agrippine, Cassius, Caius, Livia, ainsi que leurs protégés, Xenia, Boudica et Taranis, s'offrent un week-end à la mer, loin des manigances, des abus de pouvoir et des tentatives d'assassinat. Cette bulle de paix se crève dès leur trajet retour, où leur Karuka est victime d'une explosion. De manière inexplicable, il n'y a aucune victime, comme si l'explosion avait été contenue. Encore une fois, aucune piste pour découvrir le coupable, la tentative d'assassinat est maintenue secrète pour éviter d'affoler le peuple.
De retour à la capitale, les préparatifs de leur mariage s'accélèrent. Livia retrouve sa chère maman, qui ne lui accorde qu'un regard glacial et demande surtout à voir son fils, Amadeo. Épaulée par Caius et l'amour de Cassius, Livia parvient à essuyer cet affront, bien que le dédain de sa mère la marque bien plus violemment qu'elle ne le croit. Caius, plus distant que d'ordinaire, ne remarque même pas que Livia organise une rencontre secrète avec Fausta. Celle-ci, bien plus forte et déterminée que Livia ne le présumait, a tout compris de sa tentative d'assassinat et propose de terminer le travail pendant que nos héros seront loin de la capitale. Sa seule demande est que Livia l'aide à contacter sa sœur, dont elle a été séparée. Le mariage est grandiose, Livia est magnifique. Caius semble toujours en grand manque de sommeil et Juliana profite de l'occasion pour discuter avec ses deux enfants. Ses ambitions sont claires. Maintenant que Livia est mariée à Caius, elle espère qu'ils conspireront ensemble pour mettre Amadeo sur le trône. En effet, Cartadast était réputé pour sa grande misogynie, et d'après Juliana, Livia doit obéissance à son frère. Amadeo rétorque un peu faiblement qu'il n'est pas d'accord avec cette vision sexiste, et Livia conclut avec une classe remarquable « Cartadast n'existe plus, tes ambitions sont ridicules. Il est temps d'accepter que nous avons perdu cette guerre et que nous appartenons à Urbs. Quoi que tu prépares, l'Empire se dressera devant toi. Tu devrais tranquilliser ta province, parce qu'Agrippine n'hésitera pas à déployer toutes les légions nécessaires pour massacrer ta résistance. Il ne restera alors rien de Cartadast, rien qu'une région décimée. Et je regarderai ce spectacle sans ciller. » Voilà qui achève de couper le cordon, Livia quitte son mariage avec dignité. Sur le chemin pour quitter la capitale, Caius lâche enfin le morceau et avoue qu'il est doué de magie. C'est lui qui a contenu l'explosion sur leur retour de la mer. Très mauvaise nouvelle, car la magie est réputée pour rendre fous ceux qui la pratiquent. Ils prennent conseil auprès d'Agrippa, l'un des plus fidèles dévoratories de Caius, qui malheureusement ne leur apprend que peu de choses. Les dévoratories sont utilisées jusqu'à perdre la raison, avant d'être exilés sur une île pour y mourir. Il n'y a rien d'autre à proposer que des exercices de respiration et de méditation. Acte 2, 9 semaines plus tard. De retour à la capitale pour l'anniversaire de Mamie Antonia, Livia et Cassius peuvent retrouver leurs 3 protégés, Xenia, Boudica et Taranis. Fausta en profite pour glisser à Livia que l'empoisonnement est toujours en cours et Cassius se rend chez son frère, avec qui il n'a que des relations très distantes, pour rencontrer sa nièce. En réalité, il n'ose pas entrer, constatant que son frère répète avec son propre enfant ce que ses parents lui ont fait, l'ignorer. En effet, puisque cet enfant est destiné à devenir soldat dès l'âge de 7 ans, comme tous les cadets, son frère refuse de l'inclure dans sa famille. Enragé par sa peine, il retrouve Livia tard dans la soirée, après s'être battu contre des ivrognes dans des tavernes. Le lendemain, c'est la fête, mais Agrippine remarque que l'un des gouverneurs manque à l'appel. Paranoïaque, elle demande immédiatement à des soldats de partir aux nouvelles, mais sa paranoïa n'est pas toujours mal placée, puisqu'en effet, il a été assassiné. L'impératrice se lève pour prendre la parole et officialiser l'information lorsqu'elle tombe évanouie. Quelque temps plus tard, l'impératrice est remise sur pied et tel un animal blessé, son agressivité est montée d'un cran. Il n'a toujours aucune trace des coupables de ces multiples attentats et le peuple, qui a toujours préféré Caius pour sa droiture et sa bonté naturelle, commence à douter des capacités de leur nouvelle impératrice. Livia et Antonia proposent de faire accuser des innocents, mais Caius et Agrippine s'y opposent. Vient le temps du discours officiel. Au beau milieu, Agrippine, prise d'une toux incontrôlable, se met à cracher du sang. La panique saisit la foule qui se met à scander le nom de Caius, qui, poussé par Livia, vient terminer le discours de sa sœur tout en lui assurant son soutien. Agrippine fait alors une seconde crise et s'évanouit. Livia, bien sûr, sait parfaitement ce qui se passe et se réjouit de la future mort de son ennemi. Quelque temps plus tard, Agrippine organise un repas officiel où elle déclare avoir été empoisonnée. Fausta, enchaînée, est traînée par des soldats devant les sénateurs. Un Caius sidéré et une Livia défaite. Agrippine sait tout, mais Fausta reste digne et ne dénonce pas Livia. Agrippine accuse ouvertement Caius et Livia de l'avoir empoisonnée avec l'aide de sa servante. Afin de la faire parler, elle rentre dans une rage folle et lui arrache un œil dans le dégoût général. Antonia tente de raisonner sa petite fille, en vain. Fausta profite d'un moment d'inattention de l'impératrice pour sortir une fiole de poison et se suicider. Le repas se termine sur Agrippine, enragée d'avoir perdu la seule personne capable de confirmer ses doutes, qui poignarde le cadavre une bonne vingtaine de fois pour passer ses nerfs. Le bruit court, à raison, dans toute la capitale, que l'impératrice a perdu la boussole. Quelques jours plus tard, elle convoque Caius et Livia, prétendant être revenus à la raison. Bien sûr, c'était une ruse pour se débarrasser des gardes et de sa grand-mère. Une fois seule avec eux, elle se jette sur Livia pour la tuer, et Caius, après quelques secondes d'hésitation, parce que prendre des décisions c'est vraiment pas son fort, utilise ses pouvoirs pour la sauver. L'impératrice est sonnée, mais pas morte. Ils n'ont pas le choix. Pour ne pas être accusés de tentative de meurtre sur Agrippine, ils font croire à sa disparition. Caius s'oppose à la tuer, ce qui déçoit profondément Livia. Il l'enferme donc secrètement dans une cave sous le palais, gardée par des soldats fidèles à Cassius.
Ce dernier n'est pas d'accord avec le plan et ne se garde pas de critiquer Livia, à la fois sur le sort d'Agrippine et sur l'utilisation de Fausta dans leur plan, alors que lui-même ne fait pas grand-chose pour aider. Une fois Agrippine enfermée, des soldats sont envoyés à sa recherche plusieurs jours, dans le plus grand secret. Antonia croit en leur histoire de disparition et sait que le trône ne peut rester longtemps vacant. De son côté, Caius plonge dans sa passion pour les courses de chars et les paris sportifs afin de ne pas sombrer totalement dans la folie. De plus, il est dégoûté par Livia, qui lui avait proposé d'achever Agrippine de sang-froid. Heureusement qu'il ignore qu'elle a tenté d'empoisonner sa sœur des mois durant, le pauvre ne s'en remettrait pas. Agrippine est officiellement déclarée morte. Lors de son enterrement, Livia et Antonia prennent le temps de papoter. La grand-mère suspecte que le comportement violent de sa petite-fille de ces derniers mois serait dû à la magie, et c'est en grande partie pour ça qu'elle a accepté d'arrêter les recherches. Puisque tous les mages deviennent fous, il ne faudrait surtout pas que l'un d'eux soit nommé à la tête de l'Empire. Voilà qui nous fait réfléchir au futur de notre cher Caius, qui, submergé par l'émotion, est parti prendre l'air avant la cérémonie funéraire. À son retour, il est nu, plongé dans une crise de démence, il ne réalise pas la situation, et pour éviter un scandale devant le peuple déjà médusé, Livia demande au prêtre d'officier la cérémonie comme si de rien n'était. Revenu à lui quelques heures plus tard, le tout nouvel empereur est mortifié. Il confie toute la vérité à Amadeo, avec qui il est devenu ami. Cassius et Livia ont l'idée de faire croire à un empoisonnement qui lui aurait fait perdre la raison. En réalité, la magie fait son œuvre, et nous devinons que notre cher Caius, déjà trop doux pour ce monde, va probablement finir dans un asile si aucune solution n'est trouvée. Vient le couronnement officiel de Caius en tant qu'empereur. La foule est partagée entre ceux qui craignent une malédiction de la famille impériale et ceux qui ont foi en lui. Au beau milieu de son discours, Caius a une prémonition et crée un dôme pour sauver le plus de monde possible d'une explosion de grande envergure. Grâce à lui, il n'y a que peu de victimes, mais l'Empire est en alerte maximale. Antonia, qui vient d'apprendre que son petit-fils est doué de magie en même temps que le reste de l'Empire, accepte sa gouvernance tant qu'il ne perd pas trop la boule. Le peuple trouve un bouc émissaire en Livia. De par son statut d'étrangère, on la traite de sorcière, d'empoisonneuse, prête à tout pour accéder au pouvoir. Ce qui, entre nous, n'est pas tout à fait faux. Notre héroïne, qui ne trouve pas de réconfort avec Cassius, car il est toujours absent, rend visite à Agrippine pour la première fois. Sa cellule est plutôt confort, à la demande de Caius, et ce n'est pas parce qu'elle est enfermée qu'elle a perdu sa dignité et sa langue acérée. Elle déclare à Livia vouloir sa vengeance, avec cette tirade qui fait froid dans le dos. « Jamais je ne vous ferai le plaisir de mourir, pas avant d'avoir arraché vos entrailles à votre chair et de les avoir exposées au soleil pour que les vautours puissent s'en délecter. Je ne mourrai pas. » Elle termine en expliquant que la fiole de poison que lui a confiée Cassius pour qu'elle se suicide ne lui servira pas car elle compte bien sortir de sa prison. Livia est prise de court car Cassius ne lui a jamais dit avoir fourni de poison à l'ancienne impératrice et ressort de cette conversation irritée et confuse. Bonne nouvelle du côté de Cassius, il se murmure qu'un homme, plutôt charmant, d'une grosse vingtaine d'années serait capable de maîtriser sa magie sans conséquence. Amadeo est chargé de trouver cette légende et de le ramener au palais. Cassius, lui, est en plein burn-out. Alors qu'il se confie à Livia sur sa fatigue au cours d'un dîner aux chandelles, des soldats font irruption. Ils sont porteurs de 3 mauvaises nouvelles. La première, Cartadaste a réuni une armée et s'apprête à marcher sur la capitale. La seconde, les gouverneurs et sénateurs qui n'ont pas confiance en la santé mentale de Caius se réunissent pour faire appel au Principata Adottivo, une procédure qui permet de placer une autre famille à la tête de l'Empire. La troisième, ils ont demandé à voir Caius immédiatement. Malheureusement, ce dernier est introuvable. Livia suspecte Agrippine d'avoir enlevé ou assassiné son frère, mais cette dernière est toujours dans sa cellule et visiblement bien incapable d'avoir orchestré un coup pareil. Livia trouve un mensonge pour faire patienter les sénateurs et gouverneurs une nuit. Le lendemain, Caius, heureusement, est de retour. Ses genoux et ses coudes sont écorchés, mais il n'a aucun souvenir de ce qu'il a fait pendant son absence. Livia est soulagée de l'avoir retrouvé, mais Cassius lui confie qu'il pense que c'est la fin pour Caius. Il est devenu trop instable à cause de sa magie. Le lendemain, Caius réveille Livia, visiblement choquée et couvert de sang. Cependant, elle comprend vite que ce n'est pas le sien. Il lui déclare avoir tué Cassius. Dans le déni, Livia avance jusque dans la chambre de Caius, où Cassius baigne en effet dans son sang, mort d'un coup d'épée dans le ventre. Il aurait tenté d'assassiner Caius et ce dernier l'aurait tué avec sa magie, sans vraiment le faire exprès, par légitime défense. Caius n'étant pas doué pour le mensonge, c'est pourquoi il n'est pas doué en politique d'ailleurs, Livia le croit et cherche une explication. Persuadée qu'Agrippine, du fond de sa cellule, a fait du chantage à Cassius en menaçant sa nièce ou même elle-même, elle se munit de baies de belladone et descend lui faire avouer. Cependant, elle comprend vite qu'elle fait fausse route. Agrippine subit avec classe l'empoisonnement, il faut dire que c'était pas le premier, et les deux femmes se retrouvent à papoter entre 2 vomis d'Agrippine, jusqu'à ce que cette dernière soit prise d'hallucination. En quête de réponse, Livia fouille les affaires de Cassius et tombe sur des lettres de sa mère, Juliana, qui lui étaient adressées et que Livia ne lisait jamais. Pourquoi les avait-il en sa possession? Voilà qui est mystérieux. Ses soupçons se portent alors sur Amadeo, qui lui jure n'y être pour rien.
Ce dernier vient juste de rentrer à la capitale après avoir trouvé le fameux mage aux capacités infinies, Octave, qui accepte de rester au palais. Livia interroge Amadeo sur sa relation avec sa mère, Juliana. Elle lui enverrait une lettre par mois, une par semaine depuis la mort de l'empereur Germanicus. Livia trouve ça suspect et se rend compte que dans ses lettres, sa mère vérifie toujours que son fils ne soit pas présent lors des attentats. Il prétend ne pas avoir remarqué la concordance des dates, mais Livia ne le croit pas. Elle fait arrêter sa propre mère et l'accuse d'avoir organisé les attentats contre l'Empire. Juliana est condamnée à mort. Amadeo tente de la délivrer sans succès. Livia propose donc de tuer Amadeo en même temps que sa mère, mais Caius s'y oppose. Il plaide la douceur et la compréhension. Et Livia réalise qu'il est peut-être un peu trop naïf pour sa fonction et qu'au moins sa sœur, elle, était prête à gouverner. Après une petite discussion avec sa nouvelle meilleure amie, Agrippine, Livia met en place un piège pour tester la loyauté de son frère. Elle fait rédiger une fausse lettre pour Amadeo où sa mère lui explique qu'un attentat va être organisé le jour de son exécution et que ça lui permettrait de s'échapper. Amadeo va interroger sa mère en prison, mais il ne lui propose pas de l'aider. Juliana, persuadée à raison que Livia épie leur conversation, lui déclare être déçue de ses 2 enfants et finit par donner le nom de son complice, Cassius. Fervent républicain, il aurait participé à l'organisation des attentats depuis le tout début, et c'est de son propre fait qu'il aurait décidé que la mort de Caius était nécessaire. Juliana explique qu'elle n'avait pas vraiment de détails sur les attentats, elle n'est qu'un engrenage dans une rébellion bien plus vaste. De son côté, Séjanus, le préfet de prétoire d'Agrippine, qui n'a jamais cru en sa disparition, est arrivé à la conclusion que si l'ancienne impératrice n'a jamais été aperçue dans l'Empire, c'est qu'elle est probablement toujours dans le palais, potentiellement enfermée. Livia est terrifiée de constater qu'il est aussi proche de la vérité, mais n'a pas trop le temps de s'en occuper. L'exécution de Juliana est associée à une grande fête, pour célébrer la victoire sur l'ennemi et déclarer officiellement que l'empereur maîtrise la magie. En réalité, c'est un petit tour de passe-passe que réalise Octave, car Caius est loin de maîtriser quoi que ce soit. Afin de dénicher le plus de traîtres possible, de fausses lettres ont été envoyées aux Adasti pour leur demander de sauver Juliana en échange d'une récompense des républicains. Les traîtres qui tentent une action pour la libérer sont alors pris au piège par Octave, qui ne semble même pas fatigué de son exploit, et sont également exécutés. Jusqu'au bout, Juliana décide de faire souffrir sa fille, en lui faisant miroiter la possibilité qu'elle ait menti sur toute la ligne. Elle se délecte de savoir que Livia vivra à jamais dans l'ignorance de la potentielle trahison de l'homme de sa vie. Plus tard dans la soirée, Livia, qui n'a pas passé une super semaine, sent poindre une baisse d'énergie et rentre au palais. C'est alors qu'elle tombe sur le terrible massacre de Xenia, Boudica, Taranis et tous les autres enfants otages de l'Empire. Brisée par la tristesse et la haine, Livia comprend en un éclair qu'il n'y a qu'une seule explication à une telle cruauté. Agrippine s'est échappée et a laissé sa signature sanglante en partant. À suivre!